Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'exploit de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont organisé leur coupe et ils ont remporté. Bravo encore aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Vous avez mérité votre victoire. Vous avez fait un très grand tournoi, une équipe qui était presque éliminée, qui a été repêchée et qui a finalement remporté sa coupe. Vraiment, bravo les éléphants, bravo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais dire 2 ou 3 mots par rapport à cette finale. Et à la fin, nous allons ensemble tirer quelques leçons, n'est-ce pas, de la belle prestation des éléphants de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est achevé il y a quelques heures. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais placer 2 ou 3 mots par rapport à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Précisément, je vais dire quelque chose par rapport à la belle prestation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Du début jusqu'à la fin, on a vu une équipe dès le départ, voilà, qui a eu les difficultés à entrer dans la compétition. Mais au fil du temps, avec quelques modifications, elle s'est retrouvée et finalement, elle a remporté sa coupe. Bravo encore aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais placer 2 mots. Tout d'abord, je dois dire que c'était une très belle finale, bien que au niveau où j'attendais le Nigeria, c'était pas trop ça. Mais avant de commencer mon propos, je dois d'abord rappeler que au début de la compétition, bien avant, je crois 2 semaines avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai fait mes pronostics et j'ai proposé mes 5 favoris. J'ai parlé de mes 5 favoris. Parlant de mes 5 favoris, mon premier favori, c'était le Maroc. Mon deuxième favori, c'était le Sénégal. Mon troisième favori, c'était l'Égypte. Mon quatrième favori, c'était mon quatrième favori, c'était le Nigeria et mon 5e favori était la Côte d'Ivoire. J'avais encore 2 autres favoris qui étaient le Cameroun et l'Algérie. Bon, mais j'avais 5 favoris et parmi les 5 favoris, parmi les 5 favoris, les 2 finalistes étaient parmi mes favoris. Bon, c'est vrai que il y a quelques jours, j'ai fait un pronostic par rapport à la finale et je donnais la victoire au Nigeria vu ce que le Nigeria a fait comme prestation pendant la compétition. Le Nigeria qui n'encaissait pas, le Nigeria qui était très stable dans son jeu, le Nigeria qui avait une défense solide, qui avait un milieu dense et qui avait une attaque aussi pointue avec le ballon d'or africain en pointe. Donc voilà, toutes mes pronostics. Selon mes pronostics, je donnais la victoire au Nigeria. Mais comme on dit, le football a ses réalités. Et comme on dit, le ballon est rond et le stade est plat. Donc du coup, sur le terrain, c'était autre chose. La Côte d'Ivoire qui a fait un très grand match, qui a d'abord fait un grand tournoi. La Côte d'Ivoire qui a commencé doucement, qui a failli être éliminée. Et grâce à la victoire du Maroc, je crois que c'était face à la Zambie, ça a permis à
à la Côte d'Ivoire de se qualifier. C'était juste, voilà, on a l'équipe de la Côte d'Ivoire a juste été repêchée. Donc, et elle a compris que voilà, c'était une dernière chance que l'Afrique lui donnait comme ça, et elle a su saisir cette chance-là. Il faut aussi reconnaître que c'est également grâce à la, voilà, grâce à la froideur ou alors grâce à la rigueur, n'est-ce pas, des dirigeants du football ivoirien qui ont permis, qui ont eu le courage, n'est-ce pas, de licencier l'entraîneur. Parce que quand je regarde par exemple l'équipe qui remporte la coupe, les 11 entrants, et je regarde les 11 entrants au départ, il y avait un joueur comme Franck Essier qui n'était pas titulaire dès le départ de la compétition. Il y a un joueur comme Haller qui n'était pas titulaire au début de la compétition. Mais voilà les deux joueurs qui ont été déterminants, qui ont été décisifs en demi et en finale. Donc, je ne comprends pas quelle était l'intention, quelle était la philosophie du coach qui a été licencié, n'est-ce pas, de ne pas titulariser Franck Essier et Haller. Ils ont prouvé qu'ils sont de grands joueurs, mais quand on regarde même le but de Haller, le but de la victoire, c'est un but de grand joueur parce qu'il faut être au bon endroit et au bon moment. Et il a su couper directement la direction du ballon après le centre du petit Andy Gras. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais dire 2 ou 3 mots par rapport à ce match. Voilà, la Côte d'Ivoire a joué en 4-3-3. Je vais utiliser mon tableau comme d'habitude. Voilà, la Côte d'Ivoire a joué avec un système 4-3-3. Ce que je dois remarquer, ce que je n'ai cessé, n'est-ce pas, de marteler dans plusieurs de mes vidéos lorsque lorsque je critiquais les systèmes de jeu du coach de l'équipe nationale du Cameroun, notamment M. Rigobert Song. Et j'ai toujours critiqué cette multitude de systèmes de jeu. Lorsque tu as une multitude de systèmes de jeu, ça veut tout simplement dire que tu paniques et tu n'es pas sûr, tu n'as pas une philosophie. Voilà par exemple le coach de la Côte d'Ivoire qui a eu le même système de jeu pendant toute la compétition. C'est-à-dire qu'il a maintenu son 4-3-3 et il a été tellement, c'est-à-dire que c'est avant la fin de la première mi-temps, je ne sais pas, les Ivoiriens avaient près de 4, 5, 6 tirs au but, 6 tirs dans les goals. Ça veut dire que c'est vrai que le système 4-3-3 est un système compact qui a plus une vocation défensive, mais quand on a les joueurs qui vont vite du côté comme Andy Gras et qu'on a des milieux de terrain qui sont tellement nuisibles comme Franck Essier, vraiment, on ne peut même pas savoir si le système 4-3-3 est un système défensif ou offensif. Parce que là, quand on voyait la Côte d'Ivoire jouer, on avait l'impression qu'ils avaient un système offensif. Or, le système 4-3-3 est un système d'abord à vocation défensive. On est compact du bas vers de l'arrière vers l'avant. Voilà, la Côte d'Ivoire a joué avec le système 4-3-3 et le Nigeria a joué avec un système un peu plus différent. Un système 3, parce qu'ils ont toujours, le Nigeria avait l'habitude de jouer en 3-4-3, mais ils ont joué en 3-4-2-1. Bon, avec un système de jeu comme celui-ci, je me dis que le coach veut densifier son milieu de terrain. Bon, sachant que la Côte d'Ivoire a les milieux de terrain comme Franck Essier, des gars qui ont un costaud volume de jeu, je me dis que c'était sa stratégie à lui, n'est-ce pas, d'empêcher Franck Essier de se développer et de déranger le milieu de terrain ivoirien, mais il n'a pas pu parce que j'avais l'impression que le Nigeria était crispé. Je ne sais pas si c'était au niveau du système de jeu qu'ils étaient un peu bloqués parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'évoluer avec ce système de jeu-là. Je ne sais pas pourquoi il arrive, c'est en finale qu'il décide de changer le système de jeu. Parce que moi, à sa place, j'aurais continué à jouer avec le même système de jeu que j'ai joué en demi-finale. Parce qu'il a gagné plusieurs matchs avec son système de jeu qu'il avait 3-4-3. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé en finale et il a changé le système de jeu. Donc moi, je ne sais pas. Moi je pense qu'à ce niveau-là, s'il avait joué en 3-4-3, son équipe a évolué jusqu'ici avec ce même système de jeu. Pourquoi changer l'équipe qui gagne? Ou alors, j'ai aussi observé dans l'équipe du Nigeria, il y a du côté de Andy Gras, celui qui barrait Andy Gras a eu d'énormes difficultés. Il ne parvenait pas à contenir Andy Gras. Bon, je me dis, Andy Gras est jeune et Andy Gras était plus lucide, était plus rapide. Andy Gras a vraiment dominé sur lui parce que tous les buts passent du côté de Andy Gras. Donc, comme je disais tantôt, le système de jeu du Nigeria, je n'ai pas compris. Mais voilà, c'est le football. Bon, les deux équipes, j'ai remarqué la Côte d'Ivoire a fait preuve de plus de volonté. Ils avaient plus envie. La Côte d'Ivoire a été plus vive. La Côte d'Ivoire a été plus effective, il faut le dire. Et la Côte d'Ivoire avait encore le soutien de son public. Donc, avec tous ces éléments-ci là, vraiment,
c'était clair que la Côte d'Ivoire va remporter. Parce que lorsque j'ai vu la lutte de la première mi-temps, pour moi, les carottes étaient cuites. Bien que c'est le Nigeria qui a commencé à marquer. Parce que quand je regarde la deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire dominait toute la deuxième mi-temps. Vraiment, la Côte d'Ivoire était largement supérieure au Nigeria. Donc, ce n'est qu'à féliciter pour une équipe qui vient de loin. Pour une équipe qui part de zéro pour atteindre le sommet. Donc, le Nigeria... Oui, le Nigeria est toujours resté en défense. Ils étaient en défense avec le beau but de comment il s'appelle, de Ekong. C'est un très très beau but. Et déjà, il a fait une très très bonne CAN. J'ai été vraiment émerveillé par ce défenseur. Il a fait un très grand tournoi. Et voilà, son beau but. Après son but, ce que j'ai constaté, j'avais l'impression que les joueurs nigériens étaient un peu fatigués ou alors ils avaient moins de volonté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un peu de fatigue et Osimhen qui se plaignait beaucoup. Bon, c'est vrai que les Ivoiriens ne donnaient pas du lait, du café à Osimhen. Ils savaient que lui, le danger va beaucoup plus venir de lui. Donc, si on l'empêche de jouer, on a un peu quelque part crispé le jeu nigérian. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a su bien faire, sortir Osimhen du jeu. Parce que Osimhen ne s'est pas exprimé hier. Il n'a pas pu s'exprimer hier. Il était vraiment bloqué. Il n'avait pas moyen de s'exprimer. Et je pense que c'est ça qui a été la clé, n'est-ce pas, de la victoire de la Côte d'Ivoire. Donc, comme je disais tantôt, le Nigeria, il était bien qu'il était dense au milieu de terrain, mais Osimhen n'arrivait pas à s'exprimer en attaque. Donc, l'attaque du Nigeria était un peu crispée. Une attaque crispée parce que le patron Dika a su montrer, a fait comprendre à Osimhen que ici c'est une défense. Ce n'est pas les autres défenses où tu t'amusais. Là, c'est une défense. Et je fais encore un parallèle par rapport à l'équipe nationale du Cameroun. Voilà un natif, voilà un Camerounais qui est en train de faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il joue en Europe, depuis qu'il joue à la Bundesliga, aucun dirigeant camerounais n'a pu appeler Ndika, dire que bon voilà, on te voit jouer, tu joues en première division en Allemagne et voilà, est-ce que tu peux, ou alors est-ce que tu aimerais rejoindre l'équipe nationale du Cameroun? Non, ça n'a intéressé personne parce que eux ils avaient déjà leur agenda. Les dirigeants du football camerounais avaient leur agenda. Voilà, il a donc décidé d'aller jouer pour la Côte d'Ivoire et voilà ce qu'il a fait de la défense ivoirienne. Un patron. Je pense qu'après le gars Ekong du Nigeria, le défenseur, le deuxième meilleur défenseur dans cette compétition, c'est Ndika. Un patron. Il a joué tous les matchs, toutes les secondes de la compétition. Sans blessure, sans rien, sans carton rouge. C'est ça qu'on appelle le défenseur. Voilà un grand défenseur qui devait faire la fierté de l'équipe nationale du Cameroun. Mais voilà, nos dirigeants, ça ne les intéresse pas. Ils ont leur agenda. C'était juste une parenthèse. Bon, maintenant, lorsque j'ai fini de dire ça, maintenant, le meilleur joueur de la compétition, ce qui est quand même surprenant, parce que jusqu'ici, quand on voit un meilleur joueur, on voit soit un milieu de terrain, soit un milieu de couloir, soit un attaquant. Mais cette fois-ci, le meilleur joueur de la CAN était un défenseur central. C'est quand même incroyable. William Ekong du Nigeria qui a été élu le meilleur joueur de la compétition. Le meilleur buteur de la compétition, Emilio Soué de la Guinée équatoriale avec 5 réalisations. Et c'était également prévisible que le Sud-Africain Ronwen Williams serait également le meilleur gardien avec 4 pénaltys arrêtés lors d'une séance de tir au but. Ça, c'est un exploit qu'il faut également saluer. Bravo encore, gardien. Et ce qui est encore remarquable, c'est que la République, l'Afrique du Sud a également été élue l'équipe fair play. Bon, je n'ai pas eu le temps d'observer l'Afrique du Sud par rapport à leur, voilà, s'ils étaient fair play, parce que certainement, ils ont eu moins de cartons jaunes et tout. Ils n'ont pas eu de cartons rouges. Et je pense que voilà, si l'Afrique du Sud mérite, même dans leur façon de jouer, on voyait une équipe d'abord disciplinée dans le jeu. On voyait, par exemple, parmi les joueurs sud-africains, ceux qui pouvaient déjà, qui sont d'abord disciplinés. Il n'y a personne qui avait les locks, les cheveux bizarres, les fantaisies bizarres. Vraiment, c'était des gars disciplinés. Et c'est justement parce que dans cette équipe, il n'y a pas de stars, il n'y a pas de joueurs superstars.
voilà, tous, la majorité sont des joueurs locaux, des joueurs locaux. Donc du coup, ils ont vraiment mouillé le maillot sans fantaisie et tout le reste. Bon, le meilleur joueur de la compétition, ou alors pas le meilleur joueur de la compétition, le meilleur jeune joueur de la compétition, donc c'est Simon Andingra de la Côte d'Ivoire. Il mérite. Il mérite. Voilà ce qu'on appelle reconstruction. Reconstruction, c'est-à-dire qu'aller chercher un jeune joueur qui a du talent, et puis il vient, on lui donne la possibilité de s'exprimer et il fait ses preuves. Pas aller jouer au guignol, pas aller arrêter le baffle et danser comme ce fut le cas du plus jeune joueur camerounais qui allait à la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas s'il partait à la Coupe d'Afrique des Nations pour jouer au football, ou bien il allait à la Coupe d'Afrique des Nations pour porter le baffle, ou bien pour aller jouer au guignol. Donc, le meilleur coach, n'est-ce pas, c'est clair, le coach Emers Faye de la Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient donc de cet exploit de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on retient? Pardon? Qu'est-ce qu'on retient donc de cet exploit? Je vais écrire ici leçon à retenir de l'exploit. Donc de la Côte d'Ivoire. On va aller pas à pas. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance et, n'est-ce pas, l'endurance. La persévérance et l'endurance. Donc, la Côte d'Ivoire a démontré aux yeux du monde que, quel que soit le niveau qu'on a, quel que soit le peu de chances qu'on peut avoir, dès qu'il y a une opportunité qui se présente, il faut en profiter. Et la voie du succès est un chemin très long qui nécessite beaucoup d'endurance et de persévérance. Donc, et si on remarque bien, la Côte d'Ivoire parfois a eu des matchs où ils ont été menés pendant longtemps, pendant presque tout le match, et c'est à la 85e minute que la situation se débloque et marque. Être persévérants, ils ont été persévérants pendant toute la compétition. Même quand ils étaient troisième, ils avaient perdu espoir, ils sont restés quand même en jambes. Certains pouvaient commencer à fêter et tout, mais ils sont restés, ils ont cru jusqu'à la dernière minute. Les supporters ivoiriens ont supporté le Maroc jusqu'à fond, si bien que le Maroc a gagné et ça a permis au Maroc, n'est-ce pas, ça a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Donc les joueurs ivoiriens ont fait preuve, n'est-ce pas, de persévérance et ont fait preuve d'endurance. Ce sont ces éléments-là qui les ont permis, n'est-ce pas, d'arriver jusqu'au bout. Ça, c'est la première leçon qu'on retient de l'espoir des Ivoiriens. La deuxième leçon qu'on retient de l'espoir des Ivoiriens, c'est qu'on peut partir de zéro au sommet. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu as des objectifs, n'est-ce pas, clairs, tu as des objectifs bien fixés, des objectifs concrets, quantifiables, alors atteindre le sommet n'est que juste un problème de temps. Parce que la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire jouait, ou alors juste après le licenciement du coach, le staff, ou alors la fédération ivoirienne de football a constaté que le coach n'était pas en train de respecter son cahier de charges. Le coach a dévié, ou alors quand on l'a embauché, il avait un objectif clair. Et quand on voyait l'avancée des choses, ça n'allait pas dans la direction, ou alors ça n'allait pas dans les objectifs fixés. Donc avec cet acte, la fédération ivoirienne de football a montré que le coach n'était pas sur la voie qui a été tracée dès le départ et on l'a écarté. Quand on l'a écarté, ça a libéré le chemin et puis on a donné la responsabilité à une personne qui avait la compétence pour pouvoir, n'est-ce pas, respecter le cahier de charge. Donc, pourquoi? Lorsque les objectifs sont clairement fixés et quantifiables, alors tu peux partir de zéro et atteindre le sommet sans problème. Tu dois juste savoir où tu vas. Ceci n'est pas seulement valable pour le sport, c'est également valable même pour tes business. Donc, la troisième leçon qu'on retient, n'est-ce pas, de l'exploit de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, c'est nous devons avoir la culture de la démission. On doit avoir la culture de la démission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Lorsque tu n'es pas à la hauteur d'une tâche, quelle que soit la fonction que tu occupes, si tu n'es pas à la hauteur d'une tâche, il faut prendre l'habitude de démissionner. Si on t'a embauché pour une tâche précise et tu te rends compte que tu n'es pas à la hauteur de la tâche, démissionne. Ça doit être clair. Parce que, voilà, ça ne sert à rien. À ce moment-là, tu perds ton temps et ton employeur perd également son temps. Quand ça ne passe pas, quand tu ne peux pas respecter le cahier de charges, libère-toi. Ne tire pas les échecs avec, ne traîne pas ton nom au sol, comme on dit au quartier. Donc, voilà. Et la quatrième leçon qu'on retient, cette fois-ci, c'est je m'adresse aux responsables des différentes fédérations de football. Aux responsables. À tous les responsables des fédérations de football, ayez le courage de licencier vos entraîneurs. Quand vous prenez un entraîneur qui n'est pas à la hauteur de la tâche, ayez le courage de le licencier. Voilà, et instaurez souvent un département, n'est-ce pas, un département d'évaluation, n'est-ce pas, d'évaluation pour pouvoir évaluer, contrôler les compétences ou alors contrôler le cahier de charge. Parce que quand vous embauchez un entraîneur, il a un cahier de charge et il doit respecter son cahier de charge. Et il y a des objectifs clairs. S'il n'atteint pas un objectif fixé ensemble, il faut avoir le courage de le licencier. Si vous avez la possibilité de lui donner encore un peu plus de temps, oui, pour lui donner la possibilité de corriger le tir, vous le faites. Mais ayez le courage, n'est-ce pas, de dire non. Ayez le courage de taper la main sur la table et dire maintenant ça s'arrête puisque vous n'avez pas atteint vos objectifs. Alors, excusez-nous et vous relancez l'appel d'offres pour embaucher une autre personne. C'est très important. Il faut tout faire avant d'embaucher un entraîneur. Il faut avoir un cahier de charges précis. Il faut avoir des objectifs bien précis. Par exemple, comme objectif, vous pouvez dire que monsieur l'entraîneur, nous aimerions que vous qualifiez notre équipe comme clause ou alors comme objectif, vous devez qualifier notre équipe nationale de football à la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est son objectif. Et chaque 3 mois, vous essayez de faire une évaluation pour voir si ça va dans la direction. Ou bien chaque 6 mois, si 3 mois c'est très peu, chaque 6 mois, vous faites une évaluation pour voir si cet entraîneur est en train de nous amener dans cette dynamique-là, d'amener l'équipe dans la direction voulue. Donc, et si ce n'est pas en train de marcher, si le cahier de charge n'est pas en train d'être, s'il ne respecte pas le cahier de charge, alors il faut prendre le courage, il faut être courageux, il faut avoir la rigueur, n'est-ce pas, de le licencier. C'est comme ça. Et c'est ce que la Fédération ivoirienne de football a fait. La Fédération ivoirienne de football a constaté que l'entraîneur était en train de dévier, ne respectait plus le cahier de charge. Alors, on l'a mis de côté et on a pris quelqu'un d'autre et voilà qui a fait le travail. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il faut prendre le courage. Un dirigeant d'une fédération de football doit avoir le courage de dire à un entraîneur, quel que soit cet entraîneur, même si c'est José Mourinho, même si c'est Thomas Tuchel, même si c'est n'importe qui, il faut avoir le courage de lui dire que oui, monsieur, vous n'avez pas atteint vos objectifs, les objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ, alors excusez-nous, nous devons mettre un terme à notre collaboration. Et voilà, je profite comme ça là pour faire un clin d'œil au sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun ou alors à la FECAFOOT. La fédération camerounaise de football. Voilà, vous avez un entraîneur qui n'a pas atteint ses objectifs. C'est vrai que parlant même d'objectifs, les objectifs n'étaient même pas clairs. Mais je ne pense pas que les objectifs d'un entraîneur, n'est-ce pas, les objectifs de l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, c'était de traverser seulement le premier tour. Je ne pense pas. Bon, puisque les objectifs n'étaient pas clairement définis, on ne peut pas s'attarder sur ça. Mais lorsque les objectifs ne sont pas atteints, il faut mettre de côté. Maintenant, on parle de reconstruction. Ça fait déjà bientôt 2 ans que M. Rigobert Song est à la tête de l'équipe nationale de football. Je pense qu'avec les éléments que nous avons sous la main, avec les résultats qui sont visibles, je crois que ces résultats parlent d'eux-mêmes. Il est clair que M. Rigobert Song n'est pas à la hauteur de cette tâche-là. Donc, en principe, un responsable de la fédération, le responsable de la fédération la fédération camerounaise de football devrait normalement faire asseoir le coach, faire un bilan, faire une évaluation et puis prendre une décision, parce que M. Rigobert Song a prouvé pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois qu'il n'est pas à la hauteur de cette équipe.
L'objectif à la Coupe du Monde, c'était de remporter la Coupe du Monde. Mais on n'a même pas traversé le premier tour. Je pense que c'était suffisant pour donner des avertissements à M. Rigobert Song. On ne peut pas faire une reconstruction en 2 ans. Monsieur, le coach de la Côte d'Ivoire n'a pas eu besoin de 2 ans pour reformer, pour reconstituer, pour reconstruire son équipe. Il a pris à peine 1 semaine, il a reconstruit son équipe et puis voilà, elle a allé remporter la Coupe d'Afrique. Donc, le monsieur Rigobert Song a besoin de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans pour reconstruire une équipe. Ce n'est pas possible. Tout ce temps-là, on n'a pas. Une équipe nationale de football n'a pas. Il y a certains footballeurs qui n'ont pas 5 ans de carrière. Il y a certains footballeurs qui viennent, ils brillent 2 ans après, ils s'arrêtent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voulais donc profiter pour faire un clin d'œil à la Fédération camerounaise de football. Bravo encore aux Ivoiriens, bravo pour votre belle prestation. Et vous avez prouvé aux yeux de l'Afrique que vous avez le niveau. En vous, on a vu des jeunes qui avaient envie. On a vu des jeunes, n'est-ce pas, qui ont donné espoir à leur nation. On a vu des jeunes qui ont vraiment mouillé le maillot et toute l'Afrique est fière de vous et vous méritez votre victoire. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.